Espace TV, le journal de 13h. Bienvenue à tous aux 13h, les titres de l'actualité de ce mardi. Damanta Albert Camara et le colonel Rémi Lama reviennent au gouvernement. Ils prennent la sécurité et la santé jusqu'ici, gérés par Ibrahima Keïra et Nyankoy Edouard Lama. À la sécurité et à la protection civile, c'est le 7e ministre qui vient d'être nommé. Pourquoi autant de changements? Nous posons la question. La Pologne est devenue en 10 ans le premier producteur et exportateur de poulet en Europe. Seul problème, la rentabilité à tout prix alarme les défenseurs des droits des animaux. Tous et merci de nous préférer pour vous informer. Léger remaniement ministériel, Damanta Albert Camara fait son retour au sein du gouvernement. Il est nommé ministre de la Sécurité et de la Protection civile en remplacement d'Alpha Ibrahima Keïra, nommé à la présidence. Damanta est le 7e ministre de la Sécurité depuis 2011. Pourquoi autant de changements à la tête de ce département? Djibril Ba nous livre son commentaire. Colonel Rémi Lama, Damanta Albert Camara, deux personnalités qui reviennent dans le gouvernement. L'une est nommée au ministère de la Santé, l'autre au ministère de la Sécurité. Ce dernier d'ailleurs devient le 7e ministre de ce département depuis l'élection du président Alpha Condé en 2010. Le général Mamadouba Toto Camara, docteur Mouramani Sissé, Madifine Diané, Mohamedou Sissé, maître Abdoul Kabele Camara, Alpha Ibrahima Keïra sont les prédécesseurs du nouveau ministre. Ce ministère aussi stratégique est ou l'un des ministères qui ont connu plus de remaniements. Alors, Damanta succède à Alpha Ibrahima Keïra. Cet homme avait pourtant la fougue et l'envie de répondre aux attentes du président Condé, mais a fini par se casser la margoulette. Il aurait commis des bourdes. D'abord, l'on se rappelle de sa décision qui interdit toute circulation des taxis motards à Kaloum. Son bras de fer engagé contre des jeunes à la recherche de leur pitance s'est soldé par une honte. Keïra doit son échec aussi par l'insécurité qui a repris le poil de la bête. Partout dans la capitale, c'est la terreur. Dans la haute banlieue de Conakry, des personnes non identifiées lourdement armées règnent en maître. Face à une telle situation, le ministre Keïra manque de tact et refuse de dire les 4 vérités au président Condé que son département n'est pas suffisamment équipé pour réprimer les criminels. La goutte d'eau qui a certainement fait déborder le vase pourrait être la gestion des récentes manifestations du FNDC ayant enregistré des victimes, surtout les violences qui ont émaillé leur enterrement à Bambeto. Tous ces cadres ont été à peu près démis pour les mêmes motifs, le manque de résultats concrets. Alpha Condé fait du nouveau avec de l'ancien. Ce remaniement très partiel est certainement une façon pour le chef de l'État d'annoncer la fin de la récréation. Le retour de Damanta s'inscrit-il dans les préparatifs des élections prochaines ou pour répondre aux différents assauts du FNDC? Ces multiples changements à la tête d'un département si névralgique comme la sécurité sont-ils faits pour rassurer les Guinéens? En l'espace de 9 ans, le régime Condé n'a jusque-là pas trouvé l'homme idéal. Damanta Albert est-il la solution à rechercher? Attendons de voir. Autre ministre donc qui signe son comeback, c'est le colonel Dr Rémi Lama qui revient à la tête du département de la santé et de l'hygiène publique. Il remplace à ce poste le docteur Nyankoy Edouard Lama, également nommé à la présidence. C'est officiel, les Guinéens iront aux élections législatives le 16 février 2020 à travers un décret. Lui, hier soir à la RTG, Alpha Condé a confirmé la date proposée par la CENI. Le président de la République invite donc les Guinéens à se rendre dans les urnes à la date indiquée pour renouveler leur parlement. Bien avant la convocation du corps électoral, certains acteurs sociopolitiques se sont fait entendre. Il y en a qui ont des réserves. Amadou Boy Diallo et Ibrahima Sori Seng Souma les ont rencontrés. Le 16 février 2020, c'est la nouvelle date proposée par la CENI pour l'organisation des élections législatives. Chez les acteurs sociopolitiques, ce nouveau chronogramme est diversement apprécié. À l'Union des forces démocratiques de Guinée, cette date est accueillie avec des réserves.
Ce que nous ne savons pas aujourd'hui, quel est le contenu de ce chronogramme? Est-ce que les délais légaux qu'on avait dénoncés la dernière fois, est-ce que ces délais légaux sont respectés dans ce chronogramme-là? Un autre aspect, c'est la prise en compte des recommandations de l'audit du fichier électoral. La majorité se veut optimiste et ne souhaite pas perdre du temps. Elle se dit prête à aller aux élections le 16 février 2020. Aujourd'hui, c'est prouvé encore une fois de plus que la CENI est une structure indépendante parce qu'elle n'est pas à sa première indication de date. Donc nous, au RPG Arc-en-Ciel, nous sommes prêts, quelle que soit la date, nous sommes prêts à aller aux élections. Alpha Abdoulaye Diallo est membre de la société civile, partie prenante au processus électoral. Il espère que ce nouveau chronogramme soit réaliste et aboutisse à l'organisation d'élections régulières et inclusives. Nous attendons de voir, comme dirait l'autre, wait and see, puisque la CENI nous a habitués à des dates qui ne sont jamais tenues, mais nous estimons que cette fois-ci, ça va être la bonne. Pour cet autre acteur de la société civile, la CENI devrait tout d'abord tirer les leçons de l'échec de la date du 28 décembre. C'est vraiment louable que la CENI d'abord commence à nous décliner. Pourquoi la date du 28 décembre n'a pas pu tenir? Qu'est-ce qui a empêché cela? Alors les obstacles qui ont été constatés à cela, qu'est-ce qui est fait pour que ces obstacles soient levés? Ce nouveau chronogramme est le fruit d'un consensus. 16 commissaires sur 17 l'ont approuvé selon un communiqué de la CENI. Plus loin, l'organe électoral rassure les acteurs du processus électoral de l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles. Le décret est pris. Les interrogations désormais, c'est sur la légalité de l'acte du président de la République et de la possibilité qu'on ait une élection inclusive. D'autres réactions donc à suivre dans nos éditions du soir. L'antenne préfectorale de la coalition démocratique pour une nouvelle constitution de Kissidougou a tenu samedi dernier un meeting. Ses soutiens à l'organisation des référendums constitutionnels ont réaffirmé leur adhésion au projet non encore présenté. Le président de la République attendu dans la préfecture s'est fait représenter par le ministre conseiller Cheikh Tidiane Traoré. Malik Sangiana Kamara. Écoles, marchés et tous les services administratifs de Kissidougou sont fermés ce samedi. Rendez-vous au stade préfectoral pour accueillir le président de la République, représenté par son conseiller Cheikh Tidiane Traoré. S'il n'est pas présent avec vous ce matin, cela dépend de problèmes sérieux qui se posent en Afrique. Vous savez, il est le médiateur pour mettre en accord les responsables de la Guinée-Bissau. Il s'apprêtait à faire le voyage quand subitement il y a eu des complications où son arbitrage est indispensable. Motivé, déterminé à aller au référendum, l'ex-ministre de la Communication fait savoir que le projet de changement constitutionnel émane de la volonté du peuple et non du président lui-même. Aujourd'hui, il y a la panique dans l'autre camp. Je veux parler des gens du FNDC qui veulent faire croire coûte que coûte que c'est le président de la République qui réclame le référendum, ce qui est faux, archi faux. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons trouvé que la population guinéenne, comme seul un seul homme, exige une nouvelle constitution. Avec une mobilisation sans appel, la population de Kissidougou s'exprime favorablement à l'idée d'une nouvelle constitution. La jeunesse de Kissidougou, par ma voix, dit oui à la nouvelle constitution. Visiblement impressionné par cette forte mobilisation, Elhaj Papakoli Kourma, ministre de l'Hydraulique, s'en félicite. Cette foule nombreuse est une voix dissonante à celle qui dit non à la nouvelle constitution. Tout le monde est là pour dire oui
au projet d'une nouvelle constitution. Donc on ne peut que s'en féliciter. La coalition démocratique pour une nouvelle constitution, confiante de sa capacité de mobiliser, poursuit sa tournée dans les autres préfectures de la Guinée forestière. Hier, c'était l'acte 4 du FNDC Labé. Donc, des centaines de manifestants sont sortis dans les rues pour protester contre le changement de la Constitution et un éventuel troisième mandat pour Alpha Condé. Suivez un extrait du discours du coordinateur régional du FNDC Labé, Mamadou Habib Baldé. On va vous rappeler une chose d'abord avant de commencer. Il y a des personnes qui estiment que nous sommes en train de marcher dans le vide. Il faut faire comprendre à ces gens que ce que nous faisons en ce moment a des répercussions très très graves pour l'État, très très graves pour le gouvernement. Je vais vous rappeler une chose. Vous savez qu'il y a un président qui a démissionné hier. Il y a un président qui a démissionné hier. Le président de la Bolivie a démissionné hier. Vous savez pourquoi il a démissionné? C'est la rue qui l'a foutu dehors. Gouvernement assassin. Gouvernement assassin. Parce qu'il faut se dire la vérité. Ce gouvernement, ils ont tué combien de personnes pour ce projet macabre, pour un projet qui n'a rien à foutre avec le développement de la Guinée. Par principe, on n'acceptera pas le changement de constitution. Ça, c'est par principe. Si on se réfère aussi au bilan, on n'acceptera pas le troisième mandat. Parce que son bilan ne lui donne pas un troisième mandat. Les images donc qui nous ont été envoyées par le groupe donc du FNDC de Labé. Le syndicat national des enseignants s'est vide peu à peu de ses membres. Certains enseignants contractuels partent trouver refuge dans les deux SLEG convoités par Aboubakar Souma et Kadiatouba. Le SNE prédit un enfer à ceux qui ont fait défection et promet se battre pour leurs engagements. Amadou Sadio Baldé et Lamine Silla. 3 mois de cours tenus par ces enseignants contractuels l'année dernière. Dès après l'annonce de la suspension de la grève du SLEG, ils ont été mis à la porte. Farouche adversaire hier, ils se font des yeux doux aujourd'hui, mais à culpa du coordinateur et justification. Certains ont pensé qu'on était venu pour remplacer les titulaires. D'autres ont pensé qu'on était leurs ennemis. Loin de là. Tout étudiant diplômé à la recherche de son premier emploi bondira sur le premier offre d'emploi qu'il apprendra. Le SLEG fera de cette adhésion un trophée de guerre face au gouvernement. En attendant, ils sont acceptés par le bureau exécutif et leur revendication sera inscrite sur la plateforme. Donc nous ne ferons que saluer cette adhésion et les encourager et leur dire que nous sommes à leur disposition et que nous donnerons la main pour qu'ils soient intégrés à la fonction publique. Le syndicat national de l'éducation a été amputé. Il se contente de ceux qui sont restés et promet de défendre leur cause. Et d'ailleurs, Souma n'est pas la fonction publique. Il n'est pas le ministre, ce n'est pas lui qui engage. Et alors nous, au niveau du SNE, on est très indignés. Mais Dieu merci, un grand nombre est resté avec nous. Et nous allons, eux, les organiser de façon professionnelle et pacifique, faire en sorte que l'État puisse leur faire face et les engager à la fonction publique. Michel Pépé Balamou prédit un enfer pour ceux qui ont rejoint Aboubakar Souma. Je crois qu'ils sont en train ils se sont enterrés vivants. Parce qu'aller aujourd'hui vers Souma qui devient l'ennemi juré de l'État. Or, le syndicat est un partenaire de l'État. Aller vers Souma alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de matricule. Parce que quand on dit contracteur, c'est celui-là qui a un matricule. C'est celui-là qui a une prime par mois. C'est celui-là qui a un emploi du temps. Ils ne sont pas en classe. Donc, nous devons penser que c'est un plaidoyer que nous allons faire. Donc, Souma va les utiliser pour aller à sa grève et peut-être obtenir quelque chose de l'État. De l'ingratitude, il dit avoir subi en pleine figure. D'ailleurs, Dame Kadjetou l'a déjà poignardé dans le dos. Elle ne s'en remet pas toujours. Elle est rongée par le sentiment que justice ne lui sera jamais rendue.
Nous vous parlons de Dame X, cette femme originaire de Sigiri qui affirme avoir subi un viol collectif. L'acte obscène a été filmé par ce bourreau et une copie lui a été remise afin qu'elle garde le silence dans une affaire de créance qui l'oppose à une autre dame de la préfecture de Sigiri. Elle est totalement bouleversée, isolée par sa famille. L'enquête n'avance pas et elle menace de se suicider. Mamadou Kalisso et Alseni Kamara ont rencontré ici à Conakry des activistes des droits de l'homme. Suivez. Dame X est au bord du gouffre, blessée dans sa chair et son âme à cause du viol collectif qu'elle a subi. À cela s'ajoute l'indifférence de sa famille, son mari en particulier qui l'a jetée aux mouches. Elle envisage le pire. Dans ma tête, ça ne va pas. Je n'ai pas lu, vous-même vous savez, le reste. Il y a beaucoup de choses en ce moment-là. Je préfère mourir que de rester comme ça parce que je ne comprends rien dans la justice. Cette élue du peuple dit comprendre la souffrance de sa compatriote. Elle l'invite à tenir bon et poursuivre le combat. Se suicider n'est pas la solution, dit-elle. Je demanderai à cette femme d'enrayer cette idée de suicide de sa tête. Sinon, elle risque d'empirer la vie de ses enfants. Je me mets à la place de cette femme. Je ne vais pas penser au suicide, mais c'est une plaie qui est très difficile à guérir dans son cœur. Difficile à guérir, d'autant plus que la justice traîne les pas. Les présumés violeurs et leurs commanditaires sont toujours en liberté. Pour des observateurs, les défenseurs des droits de l'homme sont passifs dans ce dossier. Moussa Yeroba explique et interpelle. Nous ne pouvons pas faire en sorte que, comme on appelle, une procédure s'enclenche. Ce que nous pouvons faire, c'est alerter, informer, faire en sorte que les gens qui peuvent faire en sorte que la procédure s'ouvre soient informés qu'il y a eu cas de viol, qu'il y a une personne dont les droits ont été violés. Et je pense que ce dossier ne pourra pas rester comme ça impuni et que le ministère de la Défense fera tout ce qu'il faut pour que vraiment cette dame puisse être rétablie dans ses droits. Pour éradiquer définitivement le viol en Guinée, cette députée de l'opposition milite pour une méthode forte et radicale, castrer les violeurs. Tout homme, je dis bien tout homme, qui violerait, que ce soit une femme, que ce soit une fille, que la personne soit castrée. J'ai lu sur les réseaux sociaux dans ces jours-ci un pays qui a adopté cette loi. Mais qu'est-ce qui nous empêche dans le pays-là de prendre des positions de ce genre contre ces violeurs? Parce que tout homme qui viole est un criminel. Comment mettre un terme aux grossesses non désirées en milieu scolaire? Le réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé, de la reproduction et de la planification familiale en Guinée se penche sur la question. Elle a tenu hier au lycée Donka une conférence débat autour de ce phénomène qui est en partie responsable de la déscolarisation de certaines filles. Rosaline Goto Monemou et Yacouba Traoré. Ce sont des élèves du lycée et quelques-uns du collège Donka qui ont pris part à cette conférence débat. Cet établissement est la dernière étape de cette campagne de sensibilisation sur les enjeux et perspectives des grossesses non désirées en milieu scolaire. L'occasion a été donnée aux élèves de poser des questions afin de comprendre les contours de ce phénomène. Sur les causes et les conséquences des grossesses non désirées, l'un des conférenciers répond. C'est un grand manque d'informations et un manque d'éducation sexuelle complète. Et les conséquences, naturellement, ça serait l'avortement. Et nous connaissons tous les conséquences de l'avortement. Souvent, soit ça conduit à la mort, ou soit ça provoque la stérilité. Le meilleur moyen pour les élèves de lutter contre les grossesses non désirées serait l'abstinence. À défaut, les conférenciers leur suggèrent d'opter pour les méthodes contraceptives qui seraient efficaces et sans conséquences. Quand on est vraiment élève, d'abord, il faut vraiment savoir s'abstenir. Mais si les élèves ne peuvent pas s'abstenir, nous les avons conseillé de se planifier ou d'utiliser une méthode contraceptive. Les méthodes contraceptives n'ont pas de conséquences. Ils peuvent avoir certes des effets secondaires, comme tout produit. C'est avec une attention particulière que ces apprenants ont suivi cette conférence. Ils se réjouissent de l'initiative. Certains comptent faire véhiculer le message à d'autres amis ou à leurs sœurs qui n'ont pas eu la chance de participer à ces échanges. Maintenant, ils ont donné des solutions pour que nous, en tant que jeunes filles, en tant qu'étudiantes, l'avenir de demain
qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas être en retard, pour ne pas tomber enceinte? Par rapport à ce que j'ai suivi ici aujourd'hui, je peux conseiller aussi mes amis, des sœurs, pour éviter des grossesses non désirées. Depuis le 1er novembre dernier, le réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction et de la planification familiale en Guinée a sillonné la plupart des écoles des 5 communes de la capitale. Aujourd'hui, ces responsables trouvent satisfaisant le résultat après ces séries de causeries avec les élèves sur les enjeux et les perspectives des grossesses non désirées en milieu scolaire et extrascolaire. La question d'insalubrité à Conakry, malgré les opérations de curage des caniveaux, certains sont loin d'être propres. C'est le cas des caniveaux du marché d'aviation qui sont complètement bouchés. Une situation qui empêche les usagers de cette zone de circuler librement. Ils demandent aux autorités en charge de leur venir en aide. Aboubacar Din Kamara et Alseni Tamoura. Depuis la tombée des premières pluies, cette zone est complètement impraticable. La cause, ces caniveaux sont bouchés. Les riverains de la zone se disent angoissés. On n'arrive pas à s'en sortir parce qu'à chaque fois que ça pleut, quand ça pleut beaucoup, l'eau se déverse sur le long de l'autoroute. Ça touche même la cohabitation. Et les femmes vendeuses qui étaient là en place à l'époque ont quitté le lieu. Et même les véhicules Magbana qui garaient ici ne trouvent plus accès maintenant afin de garer. Cette dame fait son commerce auprès de ces eaux stagnantes. Elle s'abstient de manger à cause de l'insalubrité. Ça nous gêne ici vraiment. On ne peut plus manger ici. Il faut qu'on attende une fois à la maison pour le faire. L'odeur nous fatigue trop. Depuis la saison hivernale, nous sommes avec ça. Récemment, des autorités du pays se sont rendues ici pour assurer ces femmes, mais en vain. Comme le témoigne cette dame. Ce ne sont pas des ondits. Le Premier ministre Kassori est venu en personne ici. Il nous a dit que chaque semaine, ce lieu sera nettoyé. Mais jusque-là, rien n'est fait. Les usagers de cette route qui tend à disparaître lancent un appel pressant aux autorités. De nous venir en aide. Franchement, on n'a pas de matériel, on n'a pas des équipements parfaits afin de nous aider. Parce que ces eaux-là ne peuvent pas être quittées ici sans que ces caniveaux-là ne sont pas vidés. L'actualité internationale, avec plus d'1 milliard de têtes abattues en 2018, la Pologne est devenue en 10 ans le premier producteur et exportateur de poulet sur le vieux continent, très loin devant ses principaux concurrents européens, mais la rentabilité à tout prix alarme les défenseurs des droits des animaux. Suivez cet élément de nos confrères de l'AFP. Ces milliers de poussins viennent de naître, mais leurs jours sont comptés, 42 exactement. 6 semaines au cours desquelles leur poids va passer de quelques grammes à près de 3 kilos. Premier producteur et exportateur de volailles en Europe, la Pologne a abattu l'année dernière plus d'1 milliard de poulets. Un chiffre multiplié par 10 au cours de la dernière décennie. Notre volaille ne va plus seulement en Europe, elle va aussi sur les marchés africains et asiatiques, ce qui fait de la Pologne un des leaders du marché mondial. Dans cette ferme au nord de Varsovie, tout est fait pour optimiser la rentabilité. 23 poulets au mètre carré, 12 poulaillers abritant 54 000 têtes chacun et seulement 2 employés pour s'en occuper au quotidien. Tout est automatisé, de la température du poulailler à la distribution d'eau et de nourriture, ce qui permet d'avoir 6 cycles par an. Une croissance express qui alarme les défenseurs des animaux. Imaginez un enfant de 5 ans qui pèserait 150 kilos. Ce n'est pas naturel. Ces poules ne grandissent pas de manière saine, elles sont malades. Ce qui est très inquiétant pour les consommateurs, c'est l'utilisation courante d'antibiotiques dans les fermes. Il y a un rapport de la Chambre suprême des contrôles qui montre que les inspections dans les poulaillers ne sont qu'une fiction. L'association Les Cages Ouvertes a lancé une campagne intitulée Frankenpoulet en référence au monstre artificiel Frankenstein. Les éleveurs reconnaissent l'utilisation d'antibiotiques mais assurent qu'elle est minutieusement surveillée et pas systématique.
Contrôler la santé de chaque animal est en revanche impossible. Le vétérinaire vient tous les jours, parfois ils sont deux. Ils font le tour des poulaillers et observent le comportement et la physionomie des poussins. Lorsqu'il y a un problème, dans la très large majorité des cas, il s'agit de troubles digestifs. Il n'y a aucun risque pour le consommateur. À la fin du cycle, direction l'abattoir. Celui-ci à Ouiezdouvec traite 750 000 poulets par jour. Ces derniers sont suspendus en file indienne à une chaîne avant d'être étourdis, égorgés par une scie, déplumés, découpés et enfin emballés. Et avec un coût de production moitié moins cher qu'en Europe de l'Ouest, l'industrie polonaise du poulet est promise à un avenir radieux. C'est la fin de cette édition d'information. Prochain rendez-vous avec l'actualité chez nous, c'est à 20h et 22h. D'ici là, prenez du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV. Les meilleurs. Au revoir.